Vos amis les chouchoutés, ils sont vraiment chouchoutés, 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 chouchoutés. Ça fait des millions d'années qu'ils sont là pour nous aimer. Chouchoutés, chouchoutés, chouchoutés. Ça fait des millions d'années qu'ils sont là pour nous aider. Chouchoutés, chouchoutés, chouchoutés. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette première émission de nos amis les chouchoutés. Et là, vous allez me dire directement, mais qui sont ces fameux chouchoutés? Cela fait plus de 15 000 ans que nous avons établi une relation de partenariat gagnant, vice-versa avec eux. Ils nous sont indispensables pour le travail, sauvetage, pistage et assistance. Il est le premier animal à avoir été domestiqué par l'homme. Cela fait de cet animal le plus chouchouté de tous. Il est le plus beau, le plus bon et le plus doux de tous les mignons. On dit de lui qu'il est le meilleur ami de l'homme à cause de sa fidélité, sa loyauté et son amour sans faille pour son maître bien-aimé. Bien entendu, là vous avez compris que je vous parle des toutous. Notre regard va se tourner vers ce canin qui a suscité les passions, non pas sur une centaine, mais des milliers d'années. En moins 350 ans avant Jésus-Christ, dans les écrits d'Aristote et de Plutarque, on nous parle de son compagnon fidèle de l'empereur Alexandre le Grand, qui pour défendre la vie de son empereur et son maître, ce guerrier chouchouté n'a pas hésité à terrasser un lion qui est pourtant le roi des animaux. Vers 1271, le grand aventurier et explorateur de l'extrême, Marco Polo, nous parle de sa rencontre lors de sa conquête de l'Asie avec ce géant, grand comme un âne, qui a le cri analogue à celui du lion, robuste, puissant, à la forte personnalité et d'une fidélité qui fait face à toute épreuve. Dans les années 80, il fait sa première entrée en France avec l'un des plus grands acteurs français de tous les temps, Alain Delon, qui a la qualité d'être un grand acteur français à succès, mais aussi un ami et défenseur officiel des chouchoutés, tout comme Madame Brigitte Bardot. Le 19 mars 2014, il met un énorme coup de fouet au marché de la bourse et du CAC 40 des toutous, car il est le chouchouté qui détient le record de la plus grosse valeur monétaire canine du monde et de l'histoire. Tout comme Kubilai Khan sera à jamais le plus grand Khan des Khans et le plus grand empereur du monde et de l'histoire, ce chouchouté a été vendu à 14 millions de yuan, soit 1,4 million d'euros à un riche promoteur immobilier chinois. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser et nous pencher sur le cas du Doki, comme on l'appelle dans son pays d'origine, appelé aussi Mastiff tibétain et Dogue du Tibet. Pour en savoir plus, sans plus tarder, je vais me tourner vers une éleveuse passionnée qui est éleveuse de Dogue du Tibet depuis près de 30 ans. Sandra, pourquoi tu as choisi d'élever le Dogue du Tibet? Alors tout simplement parce que depuis toute petite, j'avais vu dans des livres ce chien mythique qui était à l'origine de tous les gros chiens, les chiens type molosse. Et donc je m'intéressais déjà à ce chien-là, mais malheureusement il n'y en avait pas en France. Donc j'ai dû attendre quelques années. Et quand j'ai vu qu'il y a eu une portée née en France, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai eu ma première chienne, donc en 94. Et après, je n'ai pas réussi à m'en passer, donc ça fait presque 30 ans. Et là, je me sens vraiment en sécurité. Oui, je crois que vous l'êtes, oui. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne nous embêter de trop près. Mais justement, par rapport à sa carrure, le fait que ce soit un chien qui soit vraiment imposant, est-ce qu'une personne qui n'a pas d'expérience avec les chiens peut prendre ce chien comme premier chien? Alors non, comme premier chien, je le déconseille tout de même. À moins qu'il soit bien accompagné ou qu'il soit bien suivi par son éleveur. Parce que c'est un chien qui a quand même une des caractéristiques, c'est qu'il n'écoute pas et qu'il est vraiment des têtes de mule. D'accord. Donc ça, faut le savoir, c'est pas des chiens machines, vous pouvez pas lui dire assis, couché, debout, pas bouger, c'est pas du tout leur truc. C'est quand même des chiens de protection et des chiens de garde. Il faut une maison avec un terrain clos. Et il faut vraiment que les personnes les emmènent partout, la première année surtout, pour leur faire voir plein de choses et avoir un chien bien dans sa tête. Et c'est un chien qui est très sociable avec les enfants? Alors avec les enfants de la famille, même les autres enfants, oui, ils sont très proches des enfants, très attirés, et ils les protègent aussi. Pourquoi un tel engouement? Je pense que c'est parce que c'est un chien qui ressemble quand même un peu à un lion, et certains mâles ont des crinières, bon, plus que d'autres, même certaines femelles. Donc il y a eu cet engouement parce qu'ils ont perdu aussi un lion dans un zoo en Chine. Et comme ils n'en avaient plus, ils ont mis un Dogue du Tibet pour essayer de le faire passer en lion. Donc c'est de là aussi qu'est venu après le fait d'avoir vraiment des chiens lions. Et ils ont fait des croisements pour essayer d'avoir plus de crinière, plus de poils, plus gros. Mais bon, après, ils ont un petit peu perdu sur la
la race vraiment tibétaine qui n'était pas comme ça au départ. Et donc les prix ont monté et donc les riches chinois ont vraiment voulu avoir ces chiens-là pour montrer leur richesse. D'accord, en fait, pour les Asiatiques, enfin les Chinois, ça montre un statut social. Voilà, c'est ça. Et c'était vraiment, d'avoir un dog du Tibet, c'était vraiment les gens riches. Et ils avaient le chien pour le montrer. Pour le laisser dans leur terrain, il fallait qu'ils se montrent avec le chien. Voilà. Et donc ça a suscité beaucoup de création d'éleveurs. Il y a eu plus d'une centaine d'élevages autour de Pékin qui se sont faits parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Et après, il s'est exporté jusqu'en Europe et dans le monde entier. La fidélité légendaire du dog du Tibet, ce n'est qu'une légende ou c'est une réalité? Non, c'est vraiment une réalité. Le dog du Tibet est vraiment très très proche de son maître et très fidèle. Il le protégera même s'il faut qu'il lui laisse sa vie, il le fera. C'est un chien qui a vraiment peur de rien et qui est vraiment pour sa famille et qui vit pour sa famille. Quelle est la durée de vie d'un dog du Tibet? Alors en moyenne, il faut compter une douzaine d'années, mais il n'est pas rare d'en voir 14, 15, voire 16 ans. Pour un gros chien, il vit vraiment longtemps. Sandra, tu donnerais quel conseil à une personne qui veut adopter un dog du Tibet? Alors déjà, le premier conseil, c'est de se renseigner sur les élevages et vraiment de se déplacer pour aller voir directement à l'élevage déjà les chiens, de pouvoir les approcher, de bien parler donc avec l'éleveur pour voir si le chien correspond bien au cadre de vie de la personne. Il faut absolument avoir une maison avec un terrain clos, ça c'est une obligation, et il ne faut pas vivre en appartement. Et il faut quand même avoir du temps pour s'en occuper, des promenades. Même si vous avez un grand terrain, il faut le promener à l'extérieur. Il faut vraiment prendre le temps de bien parler avec l'éleveur avant de se lancer. Et la promenade à l'extérieur, c'est important, c'est pour le sociabiliser, c'est ça? Surtout, oui, pour bien le sociabiliser, lui faire voir du monde, des autres chiens, et d'avoir un chien bien dans sa tête. Lorsque je vois la taille de ce chien, en termes d'entretien, je veux dire par rapport à ce qu'il mange tous les jours, il mange quoi, 4 kilos de croquettes par jour ou Non, absolument pas. Alors il faut quand même savoir que c'est un chien qui est calme de nature. Donc il n'a pas besoin de manger des grosses quantités, il n'a pas besoin de bouger toute la journée pour dépenser. Si vous lui donnez 4 kilos, déjà il ne les mangera pas et vous allez avoir un chien obèse. Donc en moyenne en croquettes, c'est environ 5 à 600 grammes par jour de croquettes. Vous pouvez complémenter avec un petit peu de viande, 200 grammes de viande à peu près par jour, mais pas plus. Et ça leur suffit largement. Et c'est un chien qui demande à aller voir le vétérinaire plusieurs fois par an ou... Pas spécialement, hein. Après il y va pour les vaccins, pour les vermifuges, les soins normaux, on va dire 1 à 2 fois par an. Et soit assez robuste, logiquement il n'y a pas besoin d'aller chez le vétérinaire régulièrement. Le dog du Tibet n'a pas de maladie particulière. Bon, il faut faire attention pendant la croissance quand même, parce que c'est des chiens qui vont grandir vite. Donc il faut faire attention à ça, donc pas trop d'exercice pendant la croissance aussi, pas les faire jouer sur du carrelage glissant et tout, la première année aussi. D'accord. C'est le seul risque que vous avez, ça va être pendant la croissance. Et c'est-à-dire pas les faire marcher sur des carreaux glissants, c'est pour éviter la dysplasie, c'est ça? Voilà, entre autres, il y a la dysplasie, il peut y avoir d'autres choses, hein. Le chien peut se faire mal, autrement, mais oui, effectivement. Ça coûte environ combien? Donc en moyenne, il faut coûter entre 1 500 et 1 800 € le chiot. Ça va rester une moyenne, ça peut être un peu moins. Après, au-dessus, non, c'est quand même assez rare. Maintenant, en Europe, c'est un chien qu'on trouve un peu partout. Il n'est plus aussi rare qu'il l'était avant. Et ça dépend aussi des lignées, parce qu'il y en a, par exemple, sur des lignées chinoises qui vont vous les vendre plus cher. Mais il faut savoir que c'est pas vraiment le vrai dog du Tibet. Il n'est pas tout à fait dans le standard. Il a été un peu modifié génétiquement. C'est ce que je vous disais. Enfin, génétiquement, il a été croisé avec d'autres races pour le faire paraître plus gros. Dans ton élevage, tu as combien de dogs du Tibet? Alors à la maison, j'en ai 9. Et j'en ai quelques-uns qui vivent en copropriété, donc chez des familles. D'accord. C'est mes chiens, mais ils vivent en famille, chez des amis. Et par contre, ils viennent à l'élevage pour les salis, voilà, quand il y a des bébés. Donc vous avez 9 dans votre propriété? Voilà, parce que je ne peux pas m'occuper de plus de chiens, ça ferait beaucoup trop. D'accord. Donc 9, c'est largement suffisant. Alors des fois, il y en a 8, des fois, il y en a 9. Voilà, mais c'est le maxi qui est à la maison. Au bout de 30 ans d'élevage, est-ce que vous apprenez encore des nouvelles choses avec le dog du Tibet? Ah ben, on apprend toujours, ça c'est sûr. On a beau se dire qu'on connaît tout et à chaque fois, on peut voir
apprendre, voilà. Et puis ils nous apprennent beaucoup de choses de toute façon. Et puis par leur zénitude aussi, c'est des chiens très très calmes de nature, mais qui peuvent démarrer au quart de tour aussi. Hein. En termes de zénitude, plus zen que ça, je connais pas. Hein. Il dort? Alors, le dog du Tibet dort que d'un œil. D'accord. Voilà, et il faut savoir qu'ils ont 4 yeux. Ils en ont 2 qui sont toujours ouverts. Ouais. C'est les spots qu'ils ont au-dessus des yeux. Voilà, et les autres, donc même les yeux fermés, il a les 2 yeux au-dessus. D'accord, les 2 spots au-dessus des yeux, en fait, c'est... On appelle ça aussi, on dit que c'est le chien qui a 4 yeux, dont 2 ne dorment jamais. Sandra, tu fais combien d'expositions canines par an? En moyenne, je fais entre 15 et 20 expositions par an, donc dans tous les pays d'Europe, parce que je reste pas qu'en France. Bon, il y a des chiens, 2 de mes chiens que je mets chez un handler professionnel, c'est-à-dire une personne qui va prendre mes chiens et me les exposer un peu partout en France et à l'étranger. Par rapport aux expositions, tu peux me dire les titres que tu as déjà eus? J'ai plus de la moitié de mes chiens qui sont déjà champions de France de beauté. J'en ai plusieurs champions internationaux. Lui, par exemple, il est champion de Bosnie, du Monténégro, champion de France. T'es champion de quoi encore? J'ai des champions du Portugal, de l'Espagne, Allemagne, Suisse. Donc c'est des champions de France et d'Europe. Voilà, c'est ça. Frédéric, tu peux me parler de ta vie de tous les jours avec le dog du Tibet? C'est-à-dire que je vois qu'il a une fourrure imposante. Tu dois le brosser combien de fois par semaine? Peut-être 2 fois, 3 fois dans la semaine. Et comme on dit, maintenant, on a de plus en plus de pubs et que les pubs sont de plus en plus longues. Et on a le temps entre deux coupures de pouvoir brosser des chiens quand on regarde quelque chose à la télé. Et pour les rations alimentaires, ça se passe comment? Vous leur donnez à manger 2 fois par jour? Alors, les rations alimentaires, c'est pareil que à peu près tout le monde. Par contre, moi, j'ai adopté le système qu'au bout d'1 heure, si c'est pas mangé, la gamelle est retirée et redonnée le lendemain. Alors du coup, c'est à peu près 600 à 800 grammes aussi de croquettes données. Et si la gamelle n'est pas finie, la gamelle est redonnée le lendemain. D'accord, donc vous leur donnez 600 grammes ou 800 grammes de croquettes par jour, et après c'est aux chiens de se rationner durant la journée. Voilà, c'est le soir, on leur donne la gamelle. Oui. On pose la gamelle 1 heure, et au bout d'1 heure, si elle n'est pas mangée, la gamelle est systématiquement retirée. Comme ça, il n'y a pas d'effet de garder à manger toute la nuit ou ainsi de suite. Je vous remercie Frédéric. C'est moi. Il est vrai que le dog du Tibet ressemble à une grosse peluche, mais il est important de noter que cela n'est qu'une apparence, car sous ces airs de gros pouponneux se cache un chien de garde hors pair au courage sans faille, car celui-ci n'a peur de rien. Il est une fidélité et loyauté sans faille avec son maître et sa famille. Je vous remercie d'avoir participé avec moi à cette heureuse aventure avec le Doki et espère vous retrouver très prochainement avec de nouveaux chouchoutés. Nos amis les chouchoutés, ils sont vraiment chouchoutés, 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 chouchoutés. Ça fait des millions d'années qu'ils sont là pour nous aimer. Chouchoutés, chouchoutés, chouchoutés. Ça